Facebook va se faire avec l'association France 40. Je suis en compagnie de Didier, le président de l'association. Et on va d'abord vous parler de l'équipement allemand qu'on comparera à l'équipement français, notamment au niveau des mitrailleuses, qui est quand même une arme majeure du conflit. Et donc c'est intéressant de les comparer. Didier, je te laisse t'exprimer sur le sujet, tu le feras bien mieux que moi, je t'en prie. Merci. Donc l'armement allemand, dès 1914, on s'est rendu compte que dans les premiers jours du conflit, les Allemands avaient une très grande utilisation des armes automatiques, des mitrailleuses principalement. Et il y a un petit peu une légende urbaine qui dit que les Allemands avaient beaucoup plus de mitrailleuses que les Français. En réalité, quand on regarde les chiffres de production et les chiffres dans les régiments, même avec l'évolution au cours de la guerre, la composition des compagnies de mitrailleuses et des différents systèmes est à peu près la même. Par contre, les Allemands, au lieu de disperser les armes automatiques dans les compagnies, dans les régiments, les regroupaient pour faire des points de feu très importants, ce qui faisait des pertes énormes dans les régiments. Et de là, après, ça déclenchait même en août et septembre 14, ça a déclenché des paniques avec des pertes énormes. Donc les Allemands ont toujours conçu l'utilisation des armes automatiques vraiment d'une manière très différente. Donc en 1900, les Allemands ont commencé à adopter une mitrailleuse qui est ce qu'on appelle la mitrailleuse Maxim. C'est un système qui a été inventé par un Américain, Hiram Maxim, qui l'a développé. C'est un industriel privé et qui l'a vendu à de nombreux pays dans le monde, entre autres aux Suisses, aux Britanniques, aux Russes, sur son principe de base. Après, chacun l'a adapté au niveau de ses propres calibres et de ses problèmes particuliers. Les Russes ont utilisé un système à roulettes, un support à roulettes. Les Allemands, c'était plutôt un système de brancard à bras. Et donc les Allemands sont quasiment les premiers à avoir vraiment utilisé, à avoir développé une grosse utilisation de la mitrailleuse avant la Première Guerre mondiale. Donc là, on a devant nous, on a une mitrailleuse qui est une arme du système Maxim. Là, c'est la version russe, mais les Allemands, sur le front de l'Est, ont récupéré des quantités énormes de mitrailleuses de prise. Ils ont fait feu de tout bois. Donc ils ont fait la même chose quand ils ont eu des victoires sur les Anglais, avec les fusils mitrailleurs et avec les mitrailleuses britanniques Vickers, qui sont aussi du système Maxim. On sait que les Allemands sont de très grands industriels qui avaient des armes de grande qualité. Et donc les mitrailleuses, c'est très bien, mais c'est très lourd, surtout sur les systèmes allemands, avec les refroidissements par eau. Donc dès le début de la guerre, pour le déplacement, pour les offensives, c'était un petit peu compliqué de trimballer un ensemble qui fait pas loin de 50 kg en entier. Donc ils ont développé une version allégée, c'est-à-dire on garde le même principe, avec un refroidissement par eau aussi plus petit, mais c'est ce qu'on appellera maintenant la version fusil mitrailleur. C'est-à-dire qu'on garde le principe de l'alimentation par bande en toile, mais dès qu'on veut se déplacer avec, on peut sortir de la tranchée avec beaucoup plus facilement qu'avec une mitrailleuse. Il faut toujours 2 hommes pour la servir, donc un tireur et un pourvoyeur, mais on est déjà beaucoup plus léger. Et jusqu'à la fin de la guerre, les Allemands ont vraiment privilégié ce système de fusil mitrailleur mieux que les autres armées. Alors les Allemands ont saisi énormément avant d'adopter cette version la mitrailleuse 1908 modifiée en 1915. Dès le début de la guerre en 1915, et puis ils ont saisi beaucoup de fusils mitrailleurs anglais, comme nous avons ici. Donc ça, c'est un fusil mitrailleur Lewis, une arme fabriquée, alors un système qui paraît un petit peu énorme. En réalité, c'est un calibre, c'est une munition d'infanterie, toute bête, mais avec un système de refroidissement à air pulsé. C'est-à-dire que là, ce sont des systèmes à eau, et là, on a un système à air.
les Anglais en ont saisi vraiment des milliers. Et les Allemands en ont saisi des milliers qu'ils ont retransformés à leur propre calibre. Et pour eux, c'était très important d'avoir une arme automatique portable beaucoup plus légère. Donc les Français ont fini par se mettre aussi sur ce créneau. Et dans l'urgence, parce que c'était absolument pas développé, autant les Allemands avaient déjà certaines études, ils avaient une façon différente d'étudier l'armement. Par exemple, nous, on n'avait absolument aucun mortier de tranchée, les Allemands en avaient déjà. Eux, c'était dans une optique de détruire des fortifications, alors que nous, on n'avait absolument pas cette idée-là. Eux, ils avaient plutôt, c'était pour attaquer ou des forts français ou des forts belges, mais nous, on voulait attaquer personne, donc on n'avait pas développé ça. Donc, là, on voit au bout de la file, on voit le fusil mitrailleur français, adopté en 1915 aussi, un système Chauchat, qui est un système relativement simple, surtout simple à fabriquer. C'était ça qui était important, c'est de pouvoir fabriquer en très grande quantité, très rapidement, une arme automatique dont on sait qu'elle n'est pas la plus efficace, mais c'est un engin qu'on peut développer très rapidement. D'ailleurs, en 1918, la première chose que l'armée française a fait, c'est quasiment de mettre ce fusil mitrailleur à la poubelle et de redévelopper un autre système d'armes beaucoup plus efficace. Et sur l'armée française, on en vient au système des mitrailleuses, où là vous avez une Saint-Étienne 1907 qui a été conçue par les ateliers de l'État, avec un système, pour un armurier, c'est un système magnifique, mais dans la boue des tranchées, on s'est très vite rendu compte que c'était un système vraiment trop fragile et trop sensible à la poussière l'été et à la boue l'hiver. Donc c'était vraiment pas la panacée universelle. Et donc en parallèle de cette arme-là, on a acheté des armes du marché privé, on va dire, les mitrailleuses Hotchkiss, qui elles sont beaucoup plus résistantes, il y a moins de pièces détachées et elles sont, on va dire, beaucoup plus efficaces parce qu'elles ont été conservées par l'armée française jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors que ce type d'arme a été abandonné et le seul avantage des mitrailleuses françaises, c'est qu'elles sont en refroidissement par air, alors que les Allemands privilégiaient le refroidissement par eau. Le gros avantage, c'est le poids. Une mitrailleuse française est beaucoup plus légère. Et à ce moment-là, les Français pensaient que dans l'offensive, c'était plus facile de transporter une arme. Là, vous avez 5 litres d'eau, donc 5 kilos de plus. Alors que là, juste avec le refroidissement, on n'a pas ce système-là. Donc voilà, l'Allemagne et la France sont de grandes nations armurières et avec des solutions très différentes l'une de l'autre. Merci beaucoup Didier de ces explications détaillées. C'est vrai que c'est pas forcément évident de s'en rendre compte. Il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, c'est une force industrielle majeure, l'Allemagne, si ce n'est la force industrielle majeure d'Europe, voire du monde. Et donc ils ont souvent des développements technologiques très importants par rapport à leurs adversaires, ce qui se concrétise sous la forme des mitrailleuses. La mitrailleuse, c'est l'une des armes qui fait le plus de dégâts dans les tranchées. Elle fauche tout, elle fauche les hommes, elle fauche les jambes des chevaux quand on utilise encore des chevaux. Enfin, voilà, c'est une arme qui est redoutable et qui demande moins de servant qu'un canon aussi. Faut bien s'en rendre compte. Elle est plus maniable, on la transporte plus facilement et c'est pour ça que ça va devenir un véritable enjeu qui se perpétue d'ailleurs. Toutes les guerres suivantes du XXe siècle vont mettre un point d'honneur à développer des mitrailleuses puis des fusils mitrailleurs qui soient de plus en plus performants, tout en étant le plus léger possible. En tout cas, merci encore Didier de ton intervention et puis on se retrouve pour le prochain live.